Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, lutte contre les véhicules clandestins, communément appelés clando. 300 taxis de proximité remis aux acteurs du transport urbain par le ministère de tutelle. Le ministre Mansour Faye a saisi l'occasion pour magnifier l'implication des acteurs du secteur privé dans la concrétisation de la phase 3 du renouvellement du parc automobile de la région de Dakar. Vous l'entendrez dans ce journal. Agriculture, l'angoisse des producteurs de la zone des Niayes face à la rareté des semences de l'oignon et de la pomme de terre. À cela s'ajoute la cherté de l'engrais alors que les périmètres d'exploitation ont déjà été dégagés. Le reportage d'Isidore Alexandre Sen à suivre tout à l'heure. Et l'hivernage est passé depuis 4 mois, certes, mais les habitants de Diamaguène-Niague, une cité bâtie non loin du lac Rose, gardent encore les traces des dernières inondations. Une situation aggravée par le réveil d'un lac qui s'était pourtant asséché au fil des ans. Le SOS des sinistrés de cette cité à suivre dans un reportage signé Hassan Gueye en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité ce soir, c'est la hausse annoncée du prix du carburant qui est mal accueilli par les transporteurs dans la banlieue dakaroise. Une augmentation qui aura forcément un impact sur les tarifs du transport. Ces acteurs du transport invitent l'État à revoir cette décision. C'est un reportage signé Boudal Diatch. Le moment n'est pas propice pour une augmentation du prix de l'essence et du gasoil. Pour les transporteurs de la banlieue, cette augmentation risque d'être compliquée pour eux et pour la population. On lance un message aux autorités pour que les autorités sachent que la population a des difficultés. Concernant le carburant, actuellement, le gouvernement avait lancé un projet de hausse des prix. Toutes les denrées ont été diminuées. Le carburant est resté stable. Jusqu'à présent, on souhaite que le carburant reste ici jusqu'à que tout ça change, parce que ça peut changer d'un jour à l'autre. La hausse du prix du carburant va entraîner forcément la hausse du prix du transport. Cette augmentation va se répercuter forcément sur la population parce que nous sommes obligés d'augmenter le prix du transport. L'augmentation du prix du carburant décidée par le gouvernement est décriée par les transporteurs qui demandent à l'État de revoir cette décision. Et je vous le disais tantôt, renouvellement du parc automobile, 300 clés de taxi de proximité remises par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Mansour Faye s'est d'ailleurs réjoui de l'implication du secteur privé pour un transport plus sûr dans la région de Dakar. Écoutons-le au micro de Babacar Seck. La remise des clés de 300 véhicules communément appelés les taxis de proximité. Initiative qui découle d'abord de la volonté du chef de l'État, exprimée dans le cadre du plan Sénégal émergent, pour procéder au renouvellement du parc automobile au niveau de l'urbain, au niveau de l'interurbain et même chez les gros porteurs. L'État, depuis 2005, a commencé donc cette initiative. En 2016, avec les taxis de proximité, une phase pilote. En 2019, une deuxième phase avec 200 véhicules de proximité. Et aujourd'hui, les 300 pour lesquels nous voulons de remettre les clés. Ce qui est à encourager et surtout à saluer, c'est que cette phase découle en fait d'une initiative privée, encadrée par les services de l'État, les études, mais aussi donc la Direction générale des transports terrestres. Et je souhaite vivement que de telles initiatives donc, se poursuivent
Et après l'annonce du sous-préfet de Dakar interdisant la marche de la coalition Yewwi Askan Wi à cause des travaux du BRT, des citoyens sont partagés par rapport aux motifs avancés. Si certains d'entre eux trouvent que les travaux du BRT ne sont en aucun cas un motif valable pour annuler une marche, d'autres trouvent que c'est bien plausible pour des mesures de sécurité surtout. Émile Dalissar et Sidignan pour le reportage. À la place de l'obélisque, les ouvriers sont en plein travaux et les forces de l'ordre veillent au grain. L'annonce du préfet interdisant la marche d'une partie de l'opposition fait réagir plus d'un. Ce jeune homme considère que la marche n'est pas un obstacle au bon déroulement des travaux. Les travaux ne sont pas un motif pour annuler cette marche. Certes, il y a des travaux, mais je ne pense pas que cela va gêner la marche. Donc, ils n'ont qu'à laisser les gens manifester. Ils vont le faire d'ailleurs en paix. Certains vont plus loin et pensent même que l'argument du BRT n'est qu'un prétexte. Si l'objectif est d'extérioriser leurs problèmes, cela n'affecte pas les travaux. La circulation est fluide. S'ils continuent de priver les gens leur droit de manifester, ça ne fera qu'amplifier les choses. Contraints de quitter les lieux par les forces de l'ordre, nous nous sommes rendus de l'autre côté de la place. Sur les lieux, nous trouvons ce jeune homme qui approuve l'annulation de la marche prévue ce vendredi. D'une part, je trouve que c'est pour une bonne cause, si réellement c'est le motif. Avec le dispositif sécuritaire que je vois là, s'ils organisent la marche, les dégâts peuvent être énormes. D'ailleurs, les travaux sont en phase finale. Même si les avis continuent de diverger sur le sujet, les leaders de Yewwi Askan Wi donnent rendez-vous à leurs militants la semaine prochaine. Dans l'actualité politique, toujours, l'Alliance pour la République apporte des précisions sur la cérémonie d'investiture du président Macky Sall pour la présidentielle de février 2024 prévue demain samedi pour le maire de la commune de Sindian. Les motivations de cette cérémonie sont d'ordre politique, économique, social, entre autres. Ansoumana Sané était l'invité de Kenno Askan Wi et il est interrogé par Malik Cissé. Nos motivations sont simples. Nous avons des motivations d'ordre politique, nous avons des motivations d'ordre économique, nous avons des motivations d'ordre géopolitique et géostratégique. Des motivations politiques parce que jàpp nañ ne am nañ coalition bu tudd Benno Bokk Yaakaar parti bi nga xamante ne en français d'abord. Bon, d'accord. Nous avons des motivations d'ordre politique, nous avons des motivations d'ordre économique, nous avons des motivations d'ordre géopolitique et géostratégique. Pourquoi? Parce que nous avons un parti qui, dans sa vocation, doit conquérir et conserver le pouvoir. Et dans cette perspective, le débat juridique ne se posant pas sur la recevabilité de la candidature du président Macky Sall, le président ayant fini d'inscrire le Sénégal dans les perspectives de développement, en tout cas reluisant pour les générations futures à l'horizon 2035 avec le plan Sénégal émergent, nous pensons qu'avec le positionnement stratégique de l'Afrique à travers le portage du président Macky Sall en tant que président de l'Union africaine, au G5, au G20, entre autres, et même avoir un siège au niveau des Nations Unies, le président Macky Sall mériterait et doit candidater pour 2024 à l'effet de poursuivre son œuvre de construction d'un Sénégal meilleur. La paix et la stabilité du Sénégal dépendent de la candidature du président Macky Sall parce que le président aujourd'hui a fini d'inscrire le Sénégal sur une perspective qui ne doit pas être rompue et le Sénégal ne doit pas être mis entre les mains des stagiaires qui n'ont aucune connaissance de l'État et qui n'ont aucun passé avec fondamentalement une gestion publique qui mériterait qu'on leur fasse confiance à la place du président Macky Sall qui a fini de donner ses.
Dans l'actualité également, le bâtiment qui doit accueillir l'unité de greffe de moelle et de PMA sera bientôt livré. Les travaux ont été exécutés à 98% selon le directeur de l'hôpital d'Al Jam, Moussa Samdaf. Y voit une avancée considérable pour le système sanitaire sénégalais. Je vous propose de l'écouter au micro de Boudal Diatch. C'est un bâtiment construit sur à peu près 1400 mètres carrés à chaque niveau. Et donc bientôt, l'hôpital d'Al Jam va entraîner son unité de greffe de moelle et de PMA, d'autant plus que les équipements pour la greffe de moelle sont pratiquement sur place. Et les équipements pour la PMA, les 3/4 sont déjà disponibles. On est pratiquement à 97 à 98% du taux d'exécution de ce bâtiment. C'est pratiquement prêt. Le coût global de ce bâtiment tournerait autour de 1,3 milliard. Des couples ont la possibilité d'avoir un enfant via justement cette technique de médecine de la reproduction. Je pense que, et à moindre coût, je pense que c'est une avancée considérable pour le Sénégal et pour le système de santé sénégalais. Sur la question de la justification, des pièces justificatives, peut-être que je respecte bien la Cour des comptes, mais peut-être que les documents, il y a eu tellement de documents qu'ils n'ont pas pu tout éplucher. Ou bien alors ils sont passés au niveau du ministère avant de passer au niveau de l'hôpital. Peut-être qu'en passant au niveau de la DAGE, ils n'ont pas pu trouver les pièces justificatives, mais quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont reçu toutes les pièces justificatives avec un bordereau contre décharge. Et pendant ce temps, l'association HLM Commune était en sitting ce jeudi soir devant le chantier du poste de santé des HLM 1. C'est pour interpeller la municipalité sur le suivi des travaux de cet établissement sanitaire qui s'est effondré 2 fois de suite. Pour cette association, la réhabilitation de ce bâtiment ne répond pas aux normes édictées. Elle demande à la mairie d'apporter des éclaircissements sur ceux qui sont chargés de l'exécution des travaux, mais aussi sur le bureau d'études et le bureau de contrôle de ce chantier. Ami Diouf pour plus de précisions. L'association HLM Commune très remontée contre la municipalité. La cause, le poste de santé de HLM 1 en réhabilitation. Alors qu'il ne répondait pas aux normes, ces jeunes notent un amateurisme total, selon leurs propres termes. Et l'historique de ce bâtiment démontre qu'il y a eu une dalle qui s'est effondrée et 2 fois de suite. La première fois, c'était une partie qui a été réhabilitée, mais même pas je pense, 4 mois après, une autre partie s'est effondrée. Et maintenant, des travaux de réhabilitation sont en train d'être faits. Il s'est trouvé qu'on note un amateurisme total sur le déroulement des travaux. L'association a tenté de discuter avec la municipalité, mais sans suite, elle demande des éclaircissements. Et toutes les autorités qui ont été interpellées pour des éclaircissements n'ont absolument rien pu nous donner de concret qui est relatif à ces travaux. C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on a, c'est des questions qu'on a eu à poser à la mairie. C'est-à-dire, qui est chargé de l'exécution des travaux? Est-ce qu'il y a eu des études préalables pour ces travaux? Est-ce qu'il y a une mission de contrôle qui a certifié que les travaux qui sont en train d'être faits se font normalement? Et tout le monde est au courant de ça. Ça fait plus de 2 semaines qu'on lance des alertes, qu'on essaye de trouver des réponses. La nouvelle équipe municipale fait depuis son arrivée la promotion de l'anarchie, selon ces jeunes. Nous avons constaté que ce bâtiment ne répond pas aux normes. Nous avons fait recours à des experts en bâtiment. Ils ont fait le même constat. Pour dire vrai, il y a une anarchie totale au HLM. Depuis l'arrivée du maire, il n'a aucune considération à l'égard des jeunes. Face à ces accusations, un conseiller municipal s'est présenté à la rencontre pour apporter une réplique. Mais les membres de l'association ont dit niet.
Un combat loin d'être personnel, assurent les jeunes qui veulent avoir un bâtiment qui va respecter les normes. Et à Mbour, des jeunes de Saly réclament l'arrêt du morcellement de la zone boisée, mais le directeur général de la SAPCO réagit à cette levée de bouclier et souligne que le terrain en question est en titre foncier de la société qu'il dirige et par conséquent, la SAPCO a le droit d'en disposer comme elle le souhaite en conformité avec sa mission. Souleymane Ndiaye est interrogé par Muntaga Kane. Ce n'est pas là une forêt classée, mais c'est une zone boisée. Je rappelle que c'était une zone désertique et c'est la SAPCO Sénégal même qui a eu à planter les eucalyptus que vous voyez là-bas. La SAPCO Sénégal a un titre foncier de 9 hectares. Un titre foncier est privé, n'est-ce pas? Et la SAPCO a la possibilité, si nous avons des partenaires qui ont des projets fiables, bancables, qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de la station balnéaire de Saly, nous pourrons les louer des terres pour y ériger des projets ou bien leur céder des terres. C'est uniquement cela. Il n'y a pas de bradage comme les gens le présentent. C'est un titre foncier de la SAPCO qui appartient à la SAPCO. Je rappelle que dans la zone boisée, même la mairie de Saly également, la commune de Saly, bénéficie de 3 hectares de terre pour l'érection d'un centre de santé et d'un lycée. Donc c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une forêt classée. Une forêt classée, ça ne se décrète pas. Retour à Dakar, précisément aux HLM Padoua, où se trouvent plusieurs pépinières. Dans ce micro-jardin et cultiver des fruits et des légumes hors sol et tous bio. Ils prônent l'alimentation saine et participent à l'économie et à l'embellissement de cet espace. C'est un reportage signé Biguendiaï Diouf et Mafel Fall. Dans ce micro-jardin se trouvent plusieurs pépinières. Ici, la culture se fait hors sol pour remédier à l'absence de terres cultivables en ville. Le micro-jardin se confectionne avec du matériel recyclé, des vieilles bassines, des tables, des pots usagés. Il contient de la coque d'arachide, de la balle de riz et le compost qui est biodégradable. Aucun engrais chimique n'est utilisé. Ils accueillent des choux, de la menthe, des épices naturelles, des fruits. Nous vivons de ce que nous cultivons. En plus, tout ce qui est ici est bio. Nous disposons d'une pompe électrique pour avoir accès à l'eau. Nous avons plusieurs types de menthe, dont la menthe pastille, la menthe espagnole ou celle produite ici au Sénégal. Cette pépinière, c'est pour ceux qui ne disposent pas assez de place pour cultiver. Des femmes et des jeunes sont aussi formés aux techniques de pépinière et de micro-jardinage. Je fais du micro-jardinage depuis plus de 10 ans. Avant de venir ici, je tombais tout le temps malade car je suis hyper tendue. Mais désormais, ma santé s'est améliorée. Ici, on respire de l'air pur. Je viens ici pour aider ma grand-mère dans le travail. On produit désormais tout ce qu'on allait acheter ailleurs comme la laitue. Ce micro-jardin permet aux personnes âgées d'avoir de quoi s'occuper. Beaucoup de gens viennent ici acheter des produits frais. Cette cliente est une habituée des lieux. Je viens de Diamniadio pour acheter de la menthe. Tout ce qui est cultivé dans ces pépinières est de qualité. C'est même eux qui m'ont formé aux techniques du micro-jardinage. Le micro-jardinage comporte de nombreux avantages, tels que l'économie de temps, la préservation de l'environnement, la disponibilité de produits frais à proximité. Il encourage l'auto-emploi et permet d'améliorer la qualité nutritionnelle, mais surtout génère des revenus. Et à Saint-Louis, le réseau des femmes agricultrices du Nord vient de boucler son assemblée générale. La SAED qui les accompagne chante le mérite de ces braves femmes, de ces braves dames, alors que celles-ci continuent de réclamer leur accès à la terre. Momar Alisnian et Mokhtar Sek pour le compte-rendu. Créé en 2014, le réseau des femmes agricultrices du Nord, REFAN, qui compte aujourd'hui plus de 16 000 membres, vient de boucler son assemblée générale. Madame Korka Diaw a été reconduite à la tête du réseau en même temps que les présidentes des zones de Matam, Dagana, Bakel, Podor et Saint-Louis.
La SAED, qui les accompagne depuis le début, se dit très satisfait du travail de Refane. De manière globale, nous sommes très satisfaits de Refane et actuellement, il y a beaucoup de programmes qui sont en cours. Aujourd'hui, la SAED ne peut pas faire une réunion. Quand la SAED fait pour appeler le CIRIS, la FPA et Refane. Aujourd'hui, vraiment, la SAED a impliqué dans toutes ces activités de bureau. Même pour le matériel agricole. Au début des années 2010, il n'y avait pas la naissance de Refane. Mais depuis 2013, à chaque fois qu'un matériel agricole rentre dans la vallée, il y a un quota pour Refane. Les femmes de Refane, quant à elles, continuent leur plaidoyer pour l'accès à la terre. Toutes les 16 000 femmes membres du Refane n'ont que 4 002 hectares de terre en leur disponibilité, ce qui justifie que nous avons des difficultés pour accéder aux terres. Nous voulons que les femmes obtiennent plus d'hectares de terre parce que l'agriculture est un pilier majeur de développement. Le réseau des femmes agricultrices du Nord s'investit également dans la formation pour assurer la relève. Et c'est à ce titre que près de 400 jeunes filles sont enrôlées dans le réseau. Et nous vous parlions de l'inquiétude des petits producteurs des maraîchers de Noto Gouidjama dans la rubrique Fenêtre Région. L'inquiétude persiste si l'on en croit le chargé de la communication de l'interprofessionnel de l'oignon au Sénégal. D'après Aline Diaye, les semences de la pomme de terre et de l'oignon sont introuvables et l'engrais est aussi cher, ayant déjà boucler ou plutôt préparer les périmètres d'exploitation. Ces maraîchers de la zone des Niayes se tournent les pouces. C'est un reportage d'Isidore Alexandre-Sen. Des dizaines d'hectares de terre déjà défrichés, les maraîchers fin prêts pour entrer dans la campagne. Sauf qu'il leur est difficile de trouver des semences et d'autres intrants. À pareille période de la campagne précédente, et les semences et l'engrais étaient disponibles, mais cette fois-ci, c'est tout à fait le contraire. Il se trouve aussi que le matériel agricole est absent. Cette situation plonge ainsi les petits producteurs dans le désarroi. L'État nous parle de subventions, il nous parle également de matériel agricole. On n'en a pas vu. Vous avez fait le tour des champs et vous l'avez constaté. Les précédentes campagnes n'ont pas été fructueuses. Des dettes asphyxient les maraîchers. Selon le chargé de la communication de l'interprofessionnel de l'oignon au Sénégal, l'État doit asseoir des discussions franches avec les producteurs. Notre soutien ici à Noto Gouidjama, c'est le président de l'interprofession oignon. Il est la seule personne que nous voyons. Nous sommes des jeunes et nous croyons à l'agriculture, mais il faut que l'État nous aide. L'État doit se rapprocher des producteurs, notamment ceux-là qui n'ont pas les moyens. Ils ont la volonté de travailler, de booster le secteur du maraîchage, sauf qu'ils n'ont pas les moyens. Donc le devoir de l'État, c'est de les accompagner pour éviter certaines pénuries dans les marchés. Sinon, toutes les autres initiatives, c'est peine perdue. Noto Gouidjama, Kayar et une bonne partie de la zone des Niayes sont plongés dans l'inquiétude faute d'intrants. Et je vous l'annonçais dans les titres, le dernier hivernage a laissé des traces depuis 4 mois. Une cité installée près du lac Rose est complètement submergée. Le cas de Diamaguène-Niague est aggravé par le réveil d'un ancien lac qui s'était tari. Au fil des années de sécheresse, les sinistrés lancent un SOS. C'est un reportage d'Astan Gay sur des images de Barasso. Nos vies sont aussi imprégnées de malheur. La détresse des naufragés de la pluviométrie abondante n'est toujours pas une histoire ancienne. Des compatriotes
qui avaient flairé le bon coup pour avoir acquis des parcelles dans ce qui sera la future cité Diamaguène de Niague, ceux-là n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. nii lañ ko gisee mu doon taw ay benn taw ñaari taw xëy rek dugg ci kër yi quoi ay 2007 lañ fi jënd kër yi quoi. Le vent frais et l'air pur déversés en continu par l'océan Atlantique et le lac Rose, tout près, ne comptent plus pour grand-chose par rapport à ce qu'est devenu le rêve. Il s'est transformé en cauchemar, en une vallée des larmes. L'hivernage s'est estompé depuis plusieurs mois maintenant, mais les habitations sont prises au piège d'un lac autrefois asséché par la sécheresse, mais qui s'est brusquement regonflé et de manière spectaculaire. Plusieurs maisons soigneusement construites avec des finitions coûteuses et des dizaines de lotissements sont complètement submergés par le lit du lac dont on espère le rétrécissement au fur et à mesure et par l'effet des machines. Mais rien n'y fait. La nappe n'affleure même plus. Elle est débordante. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aucune forme de canalisation n'a été effectuée ici au préalable. Comble de malheur, des cités émergentes, bâties dans le même secteur, auraient bloqué les voies d'évacuation naturelles. Les propriétaires sont abattus, mais pas tous résignés. S'ils sont nombreux à avoir déjà quitté parce que les critères d'habitabilité ne sont plus réunis, il en reste encore qui s'accrochent et qui ne sont pas prêts à partir. Le fruit d'une vie de labeur ne peut être abandonné du jour au lendemain. La valeur sentimentale et affective a aussi pesé dans la balance et sur la décision. Cette barque a été achetée pour permettre et faciliter les accès. C'est le symbole d'un attachement viscéral, mais également l'énergie du désespoir. La petite pirogue embarque avec elle les personnes, mais également un immense désarroi, un appel au secours, un SOS que peu de monde entend à peine. On demande à Monsieur le Président et tout son gouvernement de venir nous aider. Et on espère qu'ils auront des solutions pour ça. La municipalité est déjà passée et a dû recenser les sinistrés. Le ministre de l'Environnement, lui aussi, est passé, mais en coup de vent. Les nouveaux insulaires croyaient avoir le vent en poupe
comme propriétaires de ces maisons de campagne de plus en plus prisées par les Sénégalais. Ils ont eu la surprise de leur vie, un toit au-dessus de la tête et puis, subitement, un coup sur la tête. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce reportage qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.